On ne peut pas s'opposer à l'État dans un système démocratique. On s'oppose aux actes d'un gouvernement. On s'oppose à l'action gouvernementale. Voilà. Mais lorsque nous sommes dans une dictature, c'est que les principes ont été violés, les valeurs ont été transgressées et le combat politique n'est plus le combat de l'opposition, mais un combat de résistance pour rétablir les fondamentaux basiques, les principes et les valeurs. Donc, en 2019, ici, le régime qui est là n'est plus un régime démocratique parce qu'il n'y a de démocratie qu'avec un parlement. Et toute la démocratie a commencé avec le parlementarisme. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Mais si vous vous souvenez un peu de Georges Santerre et puis de ce qui a commencé sous le XIIe siècle pratiquement avec l'avènement des Tudors en Angleterre, vous allez comprendre que la base même de la démocratie, c'est le Parlement. Et le Parlement, c'est l'ensemble du peuple réuni. Et lorsqu'on a un Parlement exclusif, monocolore comme en 2019, la démocratie tombe. Aujourd'hui, on n'a pas un Parlement monocolore. Il y a LD qui est représenté au Parlement. Et puis la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous pouvez parler comme vous voulez? Non, je parle toujours. Moi, je parle toujours. Est-ce que c'est pas parce que on est dans un régime dictatorial qu'on ne va pas parler? On parle. Moi, je parle. On parle en tant que résistant. Et lorsque vous faites allusion à dire, bon, aujourd'hui, on est en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. Cela me rappelle un peu l'expression de Patrice Talon, qui pense souvent que le passé est derrière. Non, le passé n'est pas derrière. Les grands hommes, ceux qui conduisent les peuples, savent, comme l'a dit Churchill en 1940, en août 40, que pour voir loin dans le futur, il faut savoir voir aussi loin dans le passé. Churchill a été clair. Si vous êtes incapable de voir loin dans votre passé, vous serez incapable de voir loin dans le futur. On conduit en projetant dans le futur. Donc, on ne peut pas faire ce que Patrice Talon et le régime de la rupture ont fait et dire que c'est le passé, c'est fini, allons-y. Des gens ont tué, ils ont transgressé les libertés, ils ont fait un parlement monocolore qui n'existe nulle part encore au monde, même en Corée du Nord, même en Chine. Ça n'existe pas, même au Venezuela, ça n'existe pas. Donc le parlement qu'on a actuellement, on n'en tient pas compte parce qu'il y a un passé qui a été taché par un parlement monocolore. Comment pensez-vous que le vice peut produire la vertu, madame? Comment pensez-vous que le vice peut produire la vertu au point où qu'on méconnaisse, qu'on fasse un trait sur le vice produit par des vicieux qui sont là? Vous savez, c'est symptomatique de quelque chose, pour reprendre une expression chère à quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a eu un parlement monocolore qui a touché à la Constitution, qui a touché aux lois, donc qui a mis des lois scélérates, à partir de ce moment, on ne peut pas dire oui, on a une démocratie. Alors que nous sommes dans un schéma d'ouverture domptée. Vous devez vous poser une question, madame. Qu'est-ce qui fait que Yahi Boni dit que le parti FCBE n'est pas de l'opposition? C'est profond. Yahi Boni n'est pas n'importe qui. Mais il dit, d'abord, il a démissionné de ce parti et a écrit sur sa page Facebook, moi, Yahi Boni, ce parti FCBE n'est plus. Il est allé jusqu'à dire troisième colonne de quelque chose. C'est sur sa page Facebook. Si vous le permettez, on va revenir sur cette rencontre et cette déclaration de Boni Yahi. Là, vous comprenez la suite. Vous comprenez que même le statut de l'opposition, il y a des doutes là-dessus. Lorsqu'on doute de quelque chose, cela pose un problème. Alors, on va rapidement parler de votre parti. Son bilan, 17 ans, c'est un adolescent, si c'était un enfant, même, on va dire, plus qu'un adolescent. Quel est le bilan à mettre à l'actif du parti Restaurer l'Espoir, 17 ans après? Le parti a été créé en 2006. Vous savez, madame, je suis très heureux chaque fois que je passe une année avec ce parti, parce que nous avons un des bilans les plus élogieux du pays en termes de partis politiques. D'abord, dans la génération des partis politiques de Restaurer l'Espoir, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Citez-moi un seul parti de la génération de Restaurer l'Espoir qui existe encore, en dehors du PCB, qui est un vieux parti. Ça n'existe plus. Le PAD, fondu. La Renaissance du Bénin, déchiqueté. PSD, autres là, aspiré. Et les autres, mais vous n'avez pas d'élus. Mais écoutez, nous avions eu d'élus. Combien d'élus depuis votre naissance à aujourd'hui? Non, écoutez, le problème n'est pas seulement un problème de
quantité. Encore que sur la base de quantité, je peux raisonner. Nous avons eu d'élus lorsque les premières élections que nous avons eues. Par exemple, la première élection législative, le parti était représenté jusqu'au nord, à Kalalé. On a élu quelqu'un. Et puis, après, le vent des rassemblements, des dislocations, des alliances et contre-alliances, on a pesé de manière significative sur la vie politique du pays depuis que nous sommes créés. Il n'y a pas eu de président de la République venu au Bénin sans qu'on influence. Et en 2006, on va influencer encore. Il n'y a rien à faire. Sans élus? Est-ce que si vous aviez des élus... Nous avons eu des élus. Nous avons eu des élus jusqu'au moment où nous avons dit on ne candidate pas efficacement contre une dictature avec les règles de la dictature. Pour nous, à partir du moment où la dictature est installée avec l'avènement du certificat de conformité, il n'est plus possible pour nous d'aller servir de faire valoir, de validation, de légitimation du vice de la dictature. Et depuis ce temps, nous avons été présents à toutes les occasions politiques, tant du point de vue de l'exécutif que du point de législatif que du point de local. C'est factuel. C'est ça. Mais pour cet anniversaire, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui manquent à l'appel pour la célébration de ses 17 ans? Par exemple, Guy Mitokpe, est-ce qu'il ne manque pas? Vous savez, madame, c'est ceux qui sont membres d'une formation politique qui sont intéressés par cette formation politique. Est-il membre de la formation Restaurer l'espoir? Est-il membre? Mais il a été débauché. Et quand j'emploie le mot débauché, vous savez, moi j'aime utiliser les concepts à partir de l'observation des faits. Je connais quelqu'un qui a dit, et j'ai les enregistrements avec moi, qu'au moment où ce monsieur était avec nous, ce monsieur discutait avec eux pour créer un autre parti politique. C'est qui eux? Vous connaissez, je ne veux pas appeler le nom, parce que appeler le nom de quelqu'un, c'est lui faire une publicité gratuite. Les LD ou la mouvance? Si vous l'entendez, pas la mouvance, encore que. Vous savez, la commémoration intéresse ceux qui sont là, ceux qui ont intérêt à cette commémoration. Le monsieur dont vous appelez le nom n'est plus membre du parti Restaurer l'espoir. Rien de ce parti ne le concerne désormais. Comme vous étiez si complice... Je ne veux pas continuer sur cette question parce que je ne veux pas dire certaines choses. Moi, je n'ai de complicité avec personne. Je fais des engagements, je fais des accords, je les respecte, on fait chemin. On ne les respecte pas avec moi, on se sépare. En politique, pour moi, c'est comme ça. Et dans la vie aussi, tout court, c'est comme ça. Je fonctionne sur la base des engagements, sauf ce qui concerne la famille. La famille, on protège la famille parce qu'on n'a pas choisi la famille. La famille s'impose à nous, sauf lorsque nous faisons le choix de nos conjoints, de notre épouse. Ça, c'est différent. Mais la famille, stricto sensus large, on protège la famille parce que c'est sacré, c'est métaphysique, c'est spirituel. Mais les amis ou les collaborateurs, on les choisit. Et l'amitié, avant qu'on nous donne le statut d'ami à quelqu'un, il y a beaucoup de choses derrière. Les collaborateurs, les partenaires, c'est sur la base des engagements. Et comme je ne suis pas un gourou, si les engagements ne sont pas respectés, c'est comme ça. Et je n'impose jamais un accord à quelqu'un. Mais dès que vous signez, vous êtes tenu de faire, ou dès que vous engagez, vous êtes tenu de faire, ou je me délie. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans l'accord? Non, mais lui n'est pas un sujet pour que je fasse une émission là-dessus. Guy Mitokpe est un sujet pour moi? Non. Il n'est pas un sujet. Pourquoi vous voulez que je fasse une émission sur Guy Mitokpe? Non, l'émission n'est pas sur lui, ça fait partie des sujets. Il n'est pas un sujet. Vous savez, j'ai formé des jeunes, beaucoup de jeunes, je les ai essayés à la politique, mais je dis toujours à ces jeunes, le vrai maître, celui qui forme bien, est heureux lorsque ceux qui l'ont formé quittent et vont tenir école. Je le tiens d'Aristote et de Sénèque. D'accord. Vous n'êtes, à moins d'être un gourou, ouais, je ne sais quoi, lorsque les gens ont atteint une étoffe donnée, ils doivent aller se chercher. Ce que vous recherchez, c'est que ceux qui quittent votre école, qu'on les identifie, qu'on les apprécie aux valeurs qu'ils ont apprises. Mais lorsque ceux-là, certains quittent et vendagent les valeurs contre le ventre, le bas-ventre, on ne perdra pas le temps à parler d'eux. Alors, on va finir avec votre parti politique, la politique de la chaise vide, on peut le dire, entre griffes. Est-ce que le boycott va s'arrêter après Talon?
Madame, vous devez faire une différence fondamentale, j'ai l'habitude de l'enseigner aux gens, entre la chaise vide, la chaise électrique et la chaise indigne. On ne s'assoit pas partout. On ne répond pas à toutes les chaises. Vous devez faire très attention. La chaise de l'indignité, c'est la chaise qui va vous rabaisser, qui est une moquerie, qui vous rabaisse, qui est une injure, qui provoque une contradiction entre votre identité, votre être, votre conscience, votre conviction. Mais la chaise électrique, c'est celle qui vous détruit, qui vous avale, qui vous efface, qui vous dilue. Mais la notion de chaise vide, même, les gens l'emploient n'importe comment. On ne s'assoit pas sur toutes les chaises. On ne s'assoit pas sur toutes les chaises. Jusqu'à quand? Mais, puisque je reprends votre question un peu pour comprendre. Est-ce que je peux comprendre votre question comme quand est-ce que vous allez participer à une élection? Oui. Bon, c'est comme ça, ce n'est pas la question de chaise vide. Ça, c'est la question du rétablissement des fondamentaux de la démocratie. Pourquoi? Toute personne qui candidate contre une dictature, avec les lois de la dictature, dans le schéma monopolistique de dictateur, joue à un jeu inconscient ou à un jeu de complicité. Je l'ai sorti dans une déclaration que j'ai écrite et publiée au nom de la Résistance nationale, au moment où on était un peu plus ensemble, qu'on ne le fait pas. Parce que si vous commettez l'erreur en le faisant, vous avez 3 choses qui vous attendent. Soit vous irez au cimetière, on va vous tuer, le dictateur va vous tuer. Vous serez 2 mètres sous terre. Soit vous irez en prison, soit vous irez en exil. C'est les 3 choses lorsque le système est dictatorial. Parce que c'est le principe même de la dictature. Alors, quand je le disais en juillet 2020, le 9 juillet, sur ma page Facebook, vous allez voir. Cette déclaration, il y a un homme politique, un grand homme politique de ce pays qui m'a dit d'élever cette déclaration au rang de statut, de manifeste de la résistance. Je ne vais pas appeler le nom de cet homme. Je l'ai publié partout. Mais les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont allés aux élections, ils sont où? Si ce n'est pas l'exil. Bon. Au Parlement, certains sont au Parlement. Vous voulez parler des dernières élections? Mais non. Vous parlez de qui? Il n'y a pas eu d'élection. Écoutez, est-ce que les règles du jeu ont été respectées ou est-ce qu'on a été obligé de repêcher ce que vous parlez, vous voulez parler de la bande à Yahi Boni? Mais ils ont été repêchés, au propre comme au figuré, et ils le savent. Appelez-les. Ils le savent, ils ont été repêchés, au vrai sens du mot, parce qu'ils ne répondaient à aucun critère fomenté par le dictateur. Vous les soupçonnez d'être avec la mouvance? Je ne soupçonne pas. Je pèse mes mots et je l'ai dit. Nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle intervienne et que, tout et tout, la Cour rentre dans ses prérogatives de régulateur, de choses-là. Et puis cette Cour a fait qu'ils ont refait des listes et tout et tout. Vous savez, c'est de la compromission politique. Parce que l'action politique doit fixer un but et porter ce but par le discours et par l'engagement avec le peuple. Mais lorsque vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs sont allés aux élections entre griffes, mais sous quel discours? Est-ce qu'ils ont atteint un seul de leurs objectifs? Aucun. Et ils n'atteindront aucun objectif. Mais ils ont des élus au Parlement aujourd'hui. Ils protestent sur certaines décisions, pas dans les mêmes formes peut-être que vous. Leur protestation a quel effet? C'est de la grimace législative. Ils ont obtenu par exemple un audit de la liste électorale. Est-ce que c'est pas un Le problème du Bénin, est-ce que c'est la liste électorale? Ne voyez-vous pas que ces messieurs, autant qu'ils sont en train de distraire, de se fourvoyer? Est-ce que le problème du Bénin, c'est même une élection pour pouvoir être aussi un élément qu'on appelle audit de quelle liste? Est-ce que l'audit dont ils parlent, ils n'ont qu'à aller faire l'audit? C'est de la distraction, madame. Ils n'ont plus rien après la compromission. Ils n'ont rien. Et ils ne peuvent rien. Parce qu'il y a une chronologie qu'il faut suivre dans le pays. Il y a une chronologie. Ils sont allés aux élections, entre griffes. Après, de quel processus? Quel était le débat en cours? Quel était le problème politique en cours? Le problème politique en cours, c'était le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit. C'était les lois chrysogènes. La panoplie de lois scélérates.
Et c'était en sus de cela, c'était... Mais c'est aussi en étant au Parlement... Les exilés, c'était aussi les emprisonnés. C'était l'état de droit et la démocratie. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Cela va vous montrer quoi? Que ces personnes, sur ce qui concerne le fond politique de Patrice Talon et de la rupture, Yahi Boni et ceux qui sont derrière lui et sa bande s'entendent parfaitement. Ils n'ont pas de critique à formuler là-dessus. Ils n'ont rien. Ils sont d'accord sur le fond. J'ai l'habitude de dire que quand on voit la rupture et le système conduit par Yahi Boni, c'est les véhicules de même marque, mais c'est les types de moteurs qui diffèrent. L'un est diesel, l'un est essence. C'est tout. Comment vous qualifiez leur rencontre il y a quelques semaines? Ça participe aussi de la même grimace pour dorloter, pour anesthésier. C'est des schémas d'anesthésie. Parce que, écoutez, tout le contenu. J'ai une brillante personnalité du parti, le secrétaire général du parti qui a décortiqué ça. Mais cette rencontre a donné quoi? Elle n'a donné rien et elle ne donnera rien. D'abord, sur le fichier dont il parle, oui. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Ils ne trouveront rien. Parce que on les a accommodés, on les a mis en condition avant. Et eux-mêmes le savent que nous n'avons pas un problème de fichier. Qu'est-ce qu'ils feront? Quand on prend ce fichier-là, c'est en amont qu'on s'attaque à un fichier. Un fichier électoral, c'est totalement trop tard. Tout est fait. Tout est fait. Et ce n'est pas un régime de ce genre qui va faire le fichier. Tout a été fait de manière monopolistique, pas une seule sensibilité politique. Mais le pouvoir a quand même concédé de faire auditer la liste. Est-ce que ce n'est pas une preuve de bonne foi? Vous savez, je veux pas... C'est une émission en direct, je ne veux pas employer certains mots. Je vous dis, c'est un jeu de ruse. Entre qui et qui? Entre le pouvoir et ceux qui sont d'accord avec ce schéma. Lorsque vous dites qu'un système est dictatorial, madame, vous n'avez pas de petites pièces à voir. C'est la matrice même, c'est le système même qui est malade. On ne peut rien faire. Le Bénin a besoin, non pas d'un contentieux, d'un problème sur les élections, mais le Bénin a besoin d'un dialogue politique, d'un dialogue national inclusif. Parce que, je vous donne un cas, par exemple. Ils vont aux élections et ils disent que certaines personnalités qui sont en prison vont être libérées. Les personnes sont libérées. Savez-vous qu'avant même qu'ils n'aient déposé leur dossier, ils ont eu un accord qui a abouti à une loi qu'on appelle loi 2022-19, portant loi d'autorisation de suspension de l'exécution des peines. Savez-vous que quand cette loi est sortie, la chronologie de cette loi, le décret en septembre, le vote en séance plénière en septembre 2022, le vote en séance plénière extraordinaire le 4 octobre, un vote à l'unanimité de cette loi, et puis la promulgation le 19 octobre 2022. Et tout ça avant quoi? Avant le dépôt des dossiers fixé le 2 novembre au 6 novembre. Vous voyez, il y a toute une négociation secrète qui a abouti à là. Mais pourquoi il y a une proposition de loi sur l'amnistie alors? Mais c'est là où vous allez voir que le faux jeu, ils sont en train de prendre tout le monde comme des bébés, des derniers. Mais ils font un plaidoyer pour que ça passe parce qu'ils sont inférieurement... Écoutez, le nombre est inférieur à l'Assemblée nationale pour que ça passe. Madame, vous avez posé une question lumineuse. L'existence de la loi 2022-19 pose un problème sur le sérieux de ceux qui demandent aujourd'hui une loi d'amnistie. Et pour en savoir, madame, vous allez voir la réaction de Patrice Talon quand il posait la question à Yahi Boni. Une fausse question d'ailleurs. Patrice Talon a posé une fausse question. Il dit, mais je vous ai dit que je ne veux pas amnistier. Je ne veux pas gracier. Il pose une fausse question. Parce que le débat n'a jamais été ce qui intéresse. Je ne veux pas appeler leur nom, mais ce qui intéresse Ivo et Madame Madougou, ce n'est pas la grâce. Lorsque Patrice Talon dit, je vous ai dit qu'il ne veut pas gracier, il est dans un faux jeu. Il est dans un faux jeu. Parce que le débat n'a jamais été... Ce qui concerne les autres, là, le débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yahi et lui avaient parlé de la grâce. Et lui, Patrice Talon, il a dit non. Vous voyez la réaction de Yahi Boni? Ah bon? Ah bon? Non.
Mais il a dit qu'il veut le soutien du président pour l'amnistie aussi. Mais qu'est-ce qu'une amnistie? Une amnistie, on n'amnistie pas une personne, madame. Tout comme la grâce n'efface pas les faits, l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, mais l'amnistie, c'est comme les Grecs, les Latins, ils aiment tellement les mots, les homonymies. Amnistie, amnésie, amnésier, c'est la même chose, c'est oublier, effacer. L'amnistie efface les faits. Oui. Or, si l'amnistie efface les faits, l'amnistie, en effaçant les faits, innocente les faits, comme si les faits n'ont jamais existé. Et les personnes qui étaient dans les liens de ces faits sortent. Cela veut dire quoi? Il faut interroger les faits connus par la justice. Et c'est là qu'il faut voir soit ce que les Grecs appellent l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance pour se servir des faibles, soit ils sont dans ce schéma de production d'ignorance pour manipuler la population, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont des maîtres de théâtre. Mais qu'est-ce que vous proposez par rapport au cas de cette personnalité? Je vous explique les faits pour que vous-même vous voyez. Lorsqu'on parle d'amnistie, on parle des faits. Or, quels sont les faits connus par la justice? Ces faits ne sont pas des faits politiques. Les faits connus par la criette ne sont pas des faits politiques. Alors, cet enfermement dans des faits entre griffes qui ne sont pas politiques pose un problème sur l'entêtement de ceux que disent ils défendent les prisonniers, les exilés, à aller dans ce sens. S'ils continuent, c'est qu'ils ont échoué sur l'enfermement des faits dans le politique. Oh, quand vous écoutez Patrice Talon, il dit, mais je n'ai arrêté personne pour des faits politiques. Et pourquoi Patrice Talon continue à dire cela? Il continue à dire cela parce que devant lui, il y a des gens qui sont le produit de l'aiostologie, c'est-à-dire la production de l'ignorance totale ou bien la comédie et autres là. Pourquoi? Lorsque vous acceptez aller aux élections sans poser de préalable, lorsque vous allez saluer, embrasser le dictateur en plein jour, à des cérémonies comme les 1er août et autres là, lorsque vous arpentez les palais de la présidence, et que ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir les fleurs et de dire que vous vous perdez après avoir été chaud là, lorsque vous sortez d'audience et que vous dites, mais vous croyez à la bienveillance de celui que moi j'appelle un dictateur, et que vous-même vous avez parlé longtemps, et que vous cessez maintenant de parler, de le qualifier de comme ça, et de le fréquenter, c'est que vous avez fait le solde politique de ce qui vous opposait à lui. Mais ça participe à l'apaisement. Et si vous avez fait le solde politique, vous ne pouvez plus avoir des demandes politiques, parce que l'amnistie est politique. Et l'amnistie, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit de ne pas donner la technique, mais je vais vous dire, il y a 3 manières pour qu'une amnistie prospère rapidement. Oui, on va vous écouter rapidement là-dessus. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu amnistie. La première fois, en 2019, quand il y a eu ces problèmes, ces tueries sauvages, où on a vu des soldats, des militaires tirer en pleine rue, en plein jour, n'avez-vous pas vu qu'il y a une loi d'amnistie après ça? Pourquoi? Parce que le fait enferme et le pouvoir, et les hommes qui ont tiré, et ceux qu'on suppose être des gens qui ont fait le vandalisme, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Parce que tout le monde est enfermé dans le fait. Et le fait, là, il est difficile de le détacher, de l'enfermer, de cadenasser ce fait dans les faits de droit commun. Vous avez vu avec quelle célérité on a dit, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, et puis après on a fait amnistie. Là, lorsque tout le monde a intérêt, l'amnistie est facile. Mais lorsqu'il y a un rapport de force politique pour contraindre le pouvoir, l'amnistie aussi prospère. Mais lorsque rien ne lie le pouvoir, d'abord, le pouvoir n'est pas enfermé dans le fait, c'est des faits criminels, d'après le pouvoir, entre griffes. Et puis, il y a quoi à faire amnistie? Ne voyez-vous pas pourquoi Patrice Talon dit, mais écoutez, voilà une autre notion, la notion de pardon. C'est pas dans notre constitution. Vous savez, le problème aurait été, ce qui m'oppose, ce qui me différencie de ces personnes, c'est qu'on doit, à toutes les sollicitations de Patrice Talon, on doit faire un préalable. Le préalable est que les personnes enfermées soient sorties, les exilés reviennent, et qu'il y ait un engagement fort de reculade vis-à-vis des transgressions qu'il y a eu sur la démocratie et sur les libertés. C'est ce préalable qui est politique. C'est autour de ça qu'on réunit
la masse populaire pour engager une résistance. C'est ça qui se fait. On ne va pas négocier et discuter en catimini et mettre en concurrence les problèmes privés personnels avec les problèmes de l'intérêt général. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes enfermés dans la vision, dans la superstructure de l'État, dans la vision, dans les principes et les valeurs, et d'autres sont enfermés dans les intérêts particuliers, les poches, l'argent et autres là. Vous voulez parler de quoi? Hier ou avant-hier, ils se sont partagés encore 1 milliard et quelques. Oui, financement des partis politiques. 1 milliard et quelques. UPBR ont 81%. Et les autres là, qui se suspectent, qui est opposant, qui n'est pas, ils ont à peine 19%. Du contribuable. Pour faire quoi? C'est la loi qui le veut ainsi. Mais toutes les lois ne rentrent pas dans les principes et les valeurs. Il faut faire une différence entre l'état de loi et l'état de droit. Puisque les lois même, la plupart des lois sous Patrice Talon ne respectent aucun principe, ni sociologique, ni moral, ni technique, de ce qu'on appelle loi. La volonté d'un individu ou d'une sensibilité ne peut pas faire office de loi. Et des penseurs ont parlé là-dessus. C'est passé à l'Assemblée nationale. L'état de loi peut être éthiquement immoral. Si vous le permettez, on va ouvrir transgresseur de l'état de droit. Une autre fenêtre par rapport à cette émission. Depuis que vous avez claqué la porte, depuis que vous avez démissionné, est-ce que vous avez revu encore le président Patrice Talon en privé ou non? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je mets la main sur le cœur, je parle sur l'honneur. Je ne suis pas l'homme des combinaisons. Je ne suis pas des visiteurs du soir. Je ne fais pas. Encore que Patrice Talon et moi, il n'y a pas d'inimitié entre nous. Il n'est pas un ennemi à moi. Nous avons une divergence fondamentale sur la question de l'état de droit des libertés, la superstructure, la vision de la société. Et il le sait. Tout le monde le sait. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Je suis un homme transparent. Et depuis que j'ai démissionné le 27 mars, je n'ai jamais eu un contact privé, secret, ni direct, ni indirect avec Patrice Talon. Et la seule fois que je l'ai rencontré, c'est le 25 février 2019. Et là, le 18 février, nous avons fait une demande d'audience pour le rencontrer. Je vous ai même vu au palais, si bon, j'ai bonne mémoire, même si mes yeux faiblissent un peu. Et puis, il a décidé de nous recevoir le 25 février 2019, alors que la clôture des dossiers était le 26. C'est la seule fois que je l'ai vu. C'est tout. Et puis après l'audience, vous avez vu, bon, il a marqué petite pause pour qu'on échange un peu. Mais cet échange est intérieur à moi. Et je ne peux pas rendre ça public. Mais même si des gens côte à côte, sont un peu à côté, ont écouté. Je vous dis, ce qui m'oppose à la vision politique de Patrice Talon, j'ai écrit dans ma lettre de démission, je le lui ai dit. Et cette lettre de démission, je l'ai transmise, je n'ai pas publié jusqu'à aujourd'hui. Si je savais, je viendrais ici dans votre studio et vous donner ça. Mais j'aurai l'occasion. Moi, je ne suis pas à jour là. Il y a des non négociables en ce qui me concerne, c'est l'état de droit, la démocratie. Encore que ces derniers temps, je commence par réviser un peu ma compréhension de la démocratie. Mais sachez quelque chose, madame. Moi, j'ai passé toute ma vie à combattre politiquement. Très jeune, mais j'ai combattu sous le PRPB, j'ai été à la conférence nationale. Et ceux qui ont été à la conférence nationale, qui sont de ma génération, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez gardé des contacts avec des collaborateurs toujours de là-bas? Non. Non, pas du tout. Mais écoutez, vous savez, même si je vous disais oui, je vous disais non, ça équivaut à la même chose. Aucun des membres de l'entourage de Talon n'est mon ennemi. C'est vrai que certains ont peur, même certains ministres, ils ont peur de cocher les téléphones et autres là. Mais moi, ça ne me dit rien. Je comprends que c'est la règle. Donc, vous les appelez? Je n'appelle pas. Mais je vais vous faire une confidence. Lorsqu'un ministre démissionne, je l'appelle toujours. Ah oui. Donc, vous avez appelé Omeki? J'ai appelé Omeki. Vous avez discuté? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne discute pas. Il a décroché? Bon, il a décroché. Certains décrochent, certains ne décrochent pas. Lui, il a décroché. Je ne discute pas. J'appelle pour dire bon courage.
Pourquoi? Parce que ça s'arrête là. La personne va comprendre pourquoi j'ai dit bon courage. C'est tout. Je ne suis pas contre Patrice Talon. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je suis contre cette manière de faire. D'accord. Parce que cette manière de faire, tôt ou tard, ça sera nuisible à ceux qui le font. Vous n'êtes pas... Une chose, madame, oui, est de rentrer dans la caverne d'Ali Baba et de dérober tout. Une chose est de sortir de la caverne. Alors, je reviens sur une phrase que vous avez prononcée à plusieurs reprises. Vous n'avez rien contre Patrice Talon. Non, rien. Il a rencontré... Personne en tant qu'individu. Voilà. Mais en tant que chef de l'État, en agissant en tant que chef de l'État, et je profite pour vous dire, j'ai écouté Patrice Talon dire, 3 fois lors de la rencontre avec le parti Les Démocrates, c'était 3 fois restaurer l'espoir. Et la 3e fois dit, oui, c'est un parti qui m'insulte, qui l'injurie. Non. Patrice Talon sait que le seul parti politique qui reste debout et que personne ne peut manipuler le chef, c'est restaurer l'espoir. Il le sait. Et quand il approche, il fait cette teinte. Moi, je doute qu'il soit dans une préparation psychologique. Pour dire, voilà, il insulte. Mais ce serait une erreur grave, une méconnaissance, parce que la politique est discours. Et le discours vous le traitez politique, de dictateur? Le discours politique, madame, s'adresse à 2 pans de l'opinion. Le pan privé et le pan public. Mon discours ne s'adresse pas au privé de Patrice Talon. Vous ne verrez aucun de mes propos, aucune de mes déclarations s'adresser à la vie privée, à l'aspect privé de Patrice Talon et de qui que ce soit. Sauf si je suis attaqué sur le privé, je réponds sur le privé comme je le veux. Si vous m'attaquez à 1 gramme sur le privé, vous me donnez la liberté de vous attaquer à 1 tonne sur le privé. Mais Patrice Talon, je l'attaque sur le public. Et j'ai le droit de l'attaquer sur le public. Et sur le public, je l'attaque en gradation. J'explique le contexte et je dis ce qui s'applique à lui. Lorsqu'il a fait tomber le Parlement pluriel et qu'il est dans un Parlement monocolore, il est un dictateur parce qu'il fonctionne sur une dictature. Et lui-même ne s'en cache pas. Lui-même dit, la dernière fois, j'ai suivi quand il était avec Yahya Boni, il a dit quoi? En dehors de la démocratie et puis des élections, écoutez, est-ce que l'infrastructure, je ne fais pas? Mais est-ce que ça veut dire que on est en dictature? Madame, c'est votre perception. Moi, ma perception dit que quand quelqu'un prend le Parlement monocolore, il est un dictateur. Même si le Parlement était pluriel, quand quelqu'un vient dans un État où on a 4 libertés et que la personne réduit une seule liberté, la personne fait de la dictature. Parce que la démocratie, c'est l'expansion des droits et libertés. La démocratie est progrès, dynamisme. Et le but de la démocratie, c'est de conquérir plus de droits, plus de libertés aux gens. Ce n'est pas de les restreindre. Nous sommes dans les concepts et nous voyons à partir des concepts ce qui est factuel. Or, le factuel, est-ce que oui ou non, on n'a pas exclu? Est-ce que oui ou non, le 11 avril 2019, Patrice Talon sur l'ORTB n'a pas dit combien de fois il est prêt à assumer le fait que les élections soient exclusives? Monsieur candidat Zanaï, voilà. Et si Talon vous demandait, si vous faisiez appel, il aimerait vous rencontrer, qu'est-ce que vous lui répondrez? Il a rencontré Yahya Boni, il a rencontré Nicéphore Soglo, vous, que lui répondrez-vous? Écoutez, moi, est-ce que mon problème est que Patrice Talon m'appelle ou qu'il ne m'appelle pas, qu'il appelle le peuple? Mais vous, s'il vous adressait cette demande? Mais je ne veux pas employer le mot qu'il raffole, il a avisé, je ne veux pas employer ce mot. Mais je dis, je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je vais vous faire une confidence. Et je ne veux pas appeler le nom d'appel. Une personnalité de ce pays m'a appelé un jour et a dit, moi, j'ai fini de régler mes problèmes avec Patrice Talon. Il va t'appeler. Et je lui ai dit d'appeler des personnalités comme toi, ceux qui sont fâchés, autres là, pour régler les problèmes. J'ai dit à la personne, il n'y a pas de problème privé. Et si j'en avais, je n'irais jamais mettre mes problèmes privés en concurrence avec les problèmes de l'État. Patrice Talon n'a pas un problème avec moi, je n'ai pas un problème avec lui. J'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous n'avons pas les mêmes goûts, nous ne mangeons pas les mêmes choses, nous n'habillons pas de la même manière, nous ne cherchons pas... Vous avez des récriminations. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes rondeurs et autres là. Non, on n'a pas les mêmes goûts. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. Et je n'ai de problème avec personne, madame. Mais je dis, lorsque quelqu'un dit ceci, je suis obligé
de rectifier, de restreindre des libertés pour pouvoir faire le développement, moi je suis contre. C'est une question de conception philosophique et de conception de conviction politique. Je ne suis pas comme ça. Parce qu'en le disant, il ne fait que ressusciter, perpétuer, approfondir et faire du méga yaï. Patrice Talon fait du méga yaï. Parce que yaï, quand au soir de yaï, jusqu'à ce que yaï dit, bon, démocratie Nescafé, suspension de droit de grève, et tout ça là, j'ai combattu yaï sur toutes ces choses-là. Et Patrice Talon vient et fait les choses en méga. L'autre l'a fait comme ça, lui le fait en méga. Et vous voulez que, parce que c'est Patrice Talon, j'applaudisse. Donc vous avez vu, madame, non. Il y a beaucoup de gens qui ont ravalé leur vomissure. Il y en a qui critiquaient la politique de Yahi Boni, mais qui voient Patrice Talon faire pire, faire la même chose en tonne, et qui applaudissent encore. Je ne suis pas de cette nature. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à cette invitation au conditionnel? Vous savez... Vous allez dire oui ou non? Vous savez, je vais vous parler franchement. Chaque jour suffit sa peine. Je n'ai pas réfléchi là-dessus. Les choses sur lesquelles je n'ai pas une conceptualisation fixe, je ne m'aventure pas sur le terrain. Ce n'est pas à l'heure du jour dans ma tête. Ce qui est à l'heure du jour dans ma tête, c'est de conduire une résistance intelligente pour aboutir à quoi? À la désintégration du pouvoir de la rupture, pas de l'État. Parce que si je dis ça, ceux qui ne sont pas très intelligents, très logiques, vont dire « il appelle à la désintégration de l'État ». Non, j'appelle à la désintégration du pouvoir, comment on l'appelle, de la rupture. Voilà. On va s'éloigner de mon problème, c'est ça. Il faut désintégrer ce pouvoir de la rupture et il faut mettre en déroute tous ceux qui font de la compromission contre de l'argent. Mais est-ce que ça ne passe pas par le dialogue aussi, les discussions, monsieur? Bien sûr, le dialogue, madame. Le but, lorsqu'on conduit une résistance pacifique, c'est le dialogue. Quand vous parlez de désintégration, ce sont des mots forts. Ce n'est pas des mots forts. Le but, c'est de désintégrer ça. C'est qu'ils disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils sont dans ce qui est dangereux pour eux-mêmes et pour la République. Le but d'une résistance pacifique, c'est de nous réunir autour d'une table. C'est pourquoi moi j'appelle. Or, le but de ceux qui font la compromission, c'est la substitution. Si vous voyez ce que la bande à Yahi Boni, c'est se substituer à la bande à Rumpé. Au point même où Yahi Boni, et quand ils sont partis là-bas, l'un de ses membres a dit, bon, il faut mettre quelqu'un là pour que l'opposition soit là. Et l'autre, Talon, il a la grande facile, mais il y a l'autre déjà là qui est opposant. Et il dit, vous savez, moi, la politique pour moi, ce n'est pas une conquête de poste, c'est une conquête de pouvoir. C'est pour ça que moi, j'ai démissionné de poste. J'ai abandonné poste, alors que les gens sont à la recherche de poste. Nous ne sommes pas dans la même vision. Voilà un peu, madame. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous avez remarqué sous le pouvoir actuel depuis qu'il est là? Vous savez, il y a des notes éliminatoires pour sanctionner quelque chose. Je suis enseignant. Il y a des formations où on voit la note éliminatoire. Et quand la note éliminatoire, on ne lit même plus le reste. Mais les autres existent même si la note éliminatoire est là. Sortez-moi un peu, je vais vous montrer. Non, c'est une question que je vous pose pour savoir si vous avez noté quelque chose de positif. Il n'y a rien de positif dans la rupture. Rien. Absolument rien. Vous avez de l'illusion. Ceux qui ne sont pas intelligents vont voir de l'illusion. Il n'y a rien. De quoi vous voulez parler? La personne transgresse l'état de droit et la démocratie. La personne même se lève et dit, l'état de la démocratie, non, pas comme ça. La liberté gère. Et il le dit partout. Et la personne même dit, la dernière fois j'ai écouté quelque chose, il dit, mais le passé est derrière nous. Écoutez, madame. Mais d'aucuns vous parleront des routes. Quelles routes? Les nouvelles routes à Agla. Les nouvelles routes à Agla. Oui. Madame, vous me faites souvenir un peu à Victor Hugo quand il dit, le malheur de l'humanité, c'est d'avoir donné le privilège, la primauté à la matière au lieu des idées. Et quand vous parlez de quelle route? Dans quelle opacité? Dans quelle opacité? Pour quelle charge? Nous sommes dans la dépossession de l'État sur fond de corruption et d'opacité. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des insectes pour être attirés par les lumières. Quand j'ai vu quelqu'un et les peintures, quelqu'un allait au palais et dit on a mis des fleurs dans des choses là.
Un homme politique va au palais et dit on a mis des fleurs. C'est comme on va mettre deux ou trois monuments mal conçus, mal positionnés. L'Amazone? Mais rien ne s'appelle Amazon, madame. J'ai fait un article de facture scientifique là-dessus, en remontant à l'étymologie Amazon, en allant même jusqu'à dire comment on a fait. Rien ne s'appelle Amazon. Les Amazones sont des losers. Madame, je suis devant vous, et l'émission en direct, il y a certains mots qui ne sont pas bien de dire, sinon j'allais les dire. Quand quelqu'un s'appelle Amazon, la personne est une femme qui vit hors société, qui tue ses enfants, garçons, et qui s'en prend aux hommes. C'est la définition de l'Amazone. Mais on fait référence aux guerrières qui ont défendu. C'est des agodiers. Oui, les agodiers. C'est pas des Amazones. Oui. J'ai vu le ministre, j'ai écouté le ministre Abimbola qui a dit, mais écoutez, oui, si nous ne prenons pas le mot Amazone, les étrangers autres là ne vont pas vite comprendre le mot agodier. Ce qui veut dire que si au cours de l'argent on va s'aliéner. Non. 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 Les agodiers d'Abomey sont de braves guerrières victorieuses. C'est des gens qui aiment la famille, les hommes, qui se marient, qui ont des enfants. Donc, mais les Amazones dont nous parlons, au niveau de l'Ukraine, dans la zone de la mer Noire, dans la zone sur le Danube, on a parlé de l'histoire des Amazones là. Mais c'est des femmes qui vivent hors de la société, qui viennent périodiquement en ville, lorsqu'elles ont envie de faire l'amour, de faire ci. Et puis quand elles finissent, elles s'en vont. Si elles sont enceintes et qu'elles mettent au monde des enfants, elles tuent tous les enfants garçons. Donc il faut renommer, ou les rejettent. Il faut rebaptiser agodier. D'abord même, rien ne s'appelle Amazon. Et vous savez, j'ai dit dans mon article, on fait tout ça là, dans une conception futuriste d'après le pouvoir. Je ne voulais pas. C'est triste. C'est comme notre statut qu'on a placé au niveau de l'aéroport. Et les gens disent qu'il ne faut pas en parler. Bioguerra n'a pas sa place à l'aéroport. Bioguerra, c'est une personne dont nous connaissons l'histoire. Ça représente le Bénin, tout ça. Madame, on verra quand on va faire. C'est comme aussi, c'est pas la faute du pays. Parce que c'est comme aussi le nom Bénin. C'est comme aussi le nom Bénin. Pas l'ignorance. On a fait beaucoup de choses pour aliéner. Vous savez, l'art identitaire est un art historique. Il faut faire très attention quand on parle de ces choses. Il y a des choses, on les fait d'une manière, et ça ne répond à rien, c'est pour aliéner. Bioguerra à l'aéroport. Sur un cheval, comme ça, la guerre est à l'aéroport. Il veut faire la guerre à l'aéroport. Vous voyez la posture même. Ce n'est pas bon. On montre que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et quand on parle des Amazones, mais rien ne s'appelle Amazon. Et même quand on parle des agodiers, ce n'est pas à cette place qu'il fallait. Il fallait la mettre où? Il y a des endroits où on peut mettre. Comme? Nous aurons l'occasion. J'ai dit dans mon article beaucoup de choses. Je ne souhaite pas que notre émission soit des choses là. Et puis que le temps va passer. D'accord. Il y a de bonnes choses, peut-être que je pensais que sur lesquelles on va parler. Bon. Oui, on va évoluer dans ce débat pour clore ce chapitre entre vous et les autres acteurs politiques. On a vu, vous avez claqué la porte quand vous étiez sous le régime Yahi, sous le régime Talon aussi. Vous nous les avez quand même présentés. On se rappelle du Tchéké tonitruant. Est-ce que finalement, c'est pas Candide Azanaï qui se trompe? Non. Le progrès dans le changement. Ça, je vous cite Einstein, je vous cite aussi Victor Hugo. Et je vais vous citer même d'autres philosophes qui ont dit ça. Ce n'est pas, vous savez, ce qui est permanent, c'est les valeurs, les principes que nous suivons. C'est la permanence qui est là. Le reste là, lorsque vous faites chemin avec quelqu'un et que la personne transgresse le chemin, vous n'avez pas à le suivre. Voilà un peu ce qu'il va vous répondre. D'accord. J'écoute ça là par des gens un peu faibles qui ne m'ont rien trouvé comme reproche, d'ici, dit ça. Mais ils n'ont qu'à voir tous mes discours depuis le début. Mes discours sont constants. C'est pas parce que le soleil quitte l'Est et va vers l'Ouest que le soleil cesse d'être le soleil. Parce qu'il y a une question qui fait la constante du soleil, c'est la puissance et la trajectoire qui font de ce soleil quelque chose de constant et puissant. Ce n'est pas le fait que
la Terre tourne et que vous pensez que c'est le soleil qui tourne. Oui, mais quand la personne qui nous dit que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, chaque dans fois, l'illusion. Et il revient et il nous dit non, que c'était pas ça. Non. On va dire, Le soleil ne se lève, ne se couche pas, madame. C'est la Terre qui tourne. C'est un exemple, oui. Par exemple, c'est la Terre qui tourne. C'est la Terre qui tourne. Qu'est-ce qui est permanent dans mon discours? Ce qui est permanent dans mon discours, c'est l'état de droit et la démocratie. Mais je pouvais, quand je suis ministre, je pouvais dire, bon, ça suffit. Ça suffit. Mais je ne peux pas me contenter des avantages au point d'avoir une crise, d'avoir une confusion entre mon identité et mon être. Mon discours doit être conforme à ma conviction. Et c'est ce que je défends. Et vous allez voir, in fine. In fine, c'est ce que je dis qui va se passer. Alors, Monsieur Azanaï, comment vous entrevoyez 2026? Moi, je suis en 2023. Oui, mais le temps passe très vite aussi. Non, le temps politique est long. En une semaine, en un jour, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, laissez un peu ça. Je sais qu'il y a des choses qui se susurrent. Certains pensent toucher à la Constitution, faire ci, faire ça. Qui va toucher à la Constitution et pourquoi? Mais vous entendez les rumeurs et les annonces? Non, on n'a pas entendu. Dites-nous ce que vous avez entendu. Si vous êtes journaliste majeur, et d'abord je vous connais, vous ne faites pas partie des nouveaux dans le journalisme. Vous avez assez d'étoffes, assez de références. Mais vous écoutez. Peut-être qu'on n'a pas entendu la même chose. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? On pose des questions aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous l'interviewé. D'accord. Mais j'aurais souhaité, si ça ne vous intéresse pas, on passe à autre chose. Non, dites-nous pourquoi une révision de constitution? Parce que c'est une phrase qui crée mille et une questions dans la tête des Béninois. Moi, j'ai eu des rumeurs. Et puis, il y a des annonces au-delà des rumeurs. Et puis, il y a eu des rencontres dont nous avons les échos. Et ça rappelle exactement ce qui s'est passé en 2019. Vous voulez remettre en cause, parce qu'on a entendu le porte-parole du gouvernement dire que le président il partira en 2026. Lui-même, il l'a dit pendant des interviews. Vous remettez en cause son discours? Lorsque quelqu'un vous dit publiquement, au Zénith, je ferai du mandat unique une exigence morale. Lorsque quelqu'un vous a dit ça, en plein jour, devant tout le monde, à une occasion grandissime, solennellement grandissime, et que cette personne, non seulement n'a pas fait un seul mandat, mais a prolongé le premier mandat avant de prendre le second mandat, et que cette personne revienne, vous dit, je ne ferai jamais, c'est fini, j'ai même écrit dans la Constitution, et je suis allé jusqu'à dire, à vie, vous pouvez continuer à croire. Moi, je ne crois pas. Mais pour le premier mandat, ce n'était pas dans la Constitution. Il avait la latitude de faire un deuxième mandat. Ce qui est supérieur pour un homme, c'est son engagement moral public. La Constitution, c'est là. Mais lorsque l'individu dit quelque chose publiquement et s'engage, et jusqu'à dire une exigence morale, si la personne-là arriver à remettre cela en cause pour quelque raison que ce soit, la personne n'a pas d'exigence morale. Et celui qui n'a pas d'exigence morale, on ne peut pas avoir confiance en cette personne. Encore que dans la Bible, il est dit, malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme pour ceux qui croient en la Bible. Mais cette suspicion, elle a l'air de revenir à chaque fin de mandat. Ce n'est pas une suspicion. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Sous Kérékou, même avec Touche pas ma Constitution. Nous sommes en politique. Et l'homme politique a visé et prévient en posant des hypothèses. Moi, je pose des hypothèses. Donc, c'est que des hypothèses. Il y a des annonces. Il y a des rumeurs. Et à partir de ça, je vous dis ce qui s'est passé en 2019, ça peut revenir. On peut arriver à une révision de la Constitution par voie parlementaire. On peut arriver d'initiative parlementaire. On peut arriver à une révision de la Constitution d'initiative gouvernementale. On peut arriver à une révision de la Constitution par tiers, et comme ce qui s'est passé avec le secteur de conformité, et passer par la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a un problème dans la Constitution qu'ils ont aujourd'hui, la Constitution qu'ils ont manipulée et qu'ils ont voté nuitamment. Quel est le problème avec la Constitution? Il y a plein de problèmes. On dirait même que c'est des artisans qui ont, encore que les artisans sont des gens très lucides, on dirait, mais ceux qui ont rédigé ça,
Mais ils ont fait quoi? Ils ont appris quelle école? Ils ont quelle anticipation? Oui, un problème, c'est pas des spécialistes. Un problème crucial que vous reprochez à cette constitution. Il y a une batterie de problèmes dedans qui, lorsqu'on va arriver à ces aspects-là, va créer des problèmes. Regardez, il y avait un problème avant qui les a amenés à arrêter des élections. On a 7 minutes pour finir cette émission. Oui, c'est toujours ce là, que vous avez 1 minute pour développer votre idée. Bon, vous voyez, par exemple, je vais laisser tout là, je vais vous expliquer quelque chose sur la Constitution. Prenez la Constitution. Lorsque vous voyez venir et que le stratège en chef doit voir, écouter un peu, anticiper. L'anticipation ici, c'est quoi? Il y a un problème de légitimité, un problème de légalité qui se pose dans le test constitutionnel sur la chronologie des élections dites générales. Oui, les élections générales, législatives et communales. Il y a un problème de légitimité, un problème de légalité lié au parrainage. Et le parrainage pose déjà problème à leur propre niveau à cause de l'échec de la réforme du système partisan où ils pensent dessaisir les individus porteurs potentiellement qui peuvent parrainer, les dessaisir et les confier aux partis politiques. Ils ont discuté avec des responsables qui ont accepté. Je ne veux pas dire les noms. Il y a un grand responsable qui a accepté. Mais quel est le problème avec le parrainage? Le parrainage, premièrement, sera arraché aux individus et confié au chef de parti. Il y a un chef de parti qui a accepté déjà. Bon, je ne vais pas appeler son nom. Oui, vous parlez de chronologie entre les élections générales. La chronologie entre les élections générales pose un problème à quel niveau? Au niveau de la question de la légalité, de la légitimité. Des gens qui ont été battus aux élections pourront parrainer les candidatures du nouveau président et les gens qui ont été élus ne pourront pas parrainer. Et à cause de ce qu'ils ont fixé maladroitement et gauchement dans la Constitution. Donc, si par exemple, un malin incapable d'actionner, d'activer la révision par le Parlement, ayant peur d'activer la révision par une proposition de loi, et que, par un malin génie, il recourait à la Cour constitutionnelle pour demander à cette Cour, vous me suivez, de procéder à un réalignement, un réajustement des dates, de manière à ce que ce qui devait passer avant passe après. Vous ne voyez pas ce qui va se passer au Bénin pour la première fois. C'est qu'une révision de la Constitution sera induite par la Cour constitutionnelle comme une injonction de la Cour. Or, comme les décisions de la Cour sont sans recours, nous aurons une induction de la révision à partir de la Cour constitutionnelle. Cela est le danger qui va nous faire venir à l'idée le drame du certificat de conformité. On verra par la Cour constitutionnelle. C'est dommage. C'est pour ça qu'il faut avoir cette Cour constitutionnelle à l'œil. Il faut l'avoir à l'œil. Ce n'est pas seulement le Parlement qui a le problème qu'il faut avoir à l'œil aujourd'hui. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle peut réviser la Constitution? Ça vient des parlementaires, n'est-ce pas? Je vous donne une hypothèse. Nous sommes au Bénin, non? D'accord. On verra tout ça. Vous allez voir. Moi, j'analyse, j'anticipe. Une révision est possible, pas une induction, pas d'une proposition de loi au niveau du Parlement. Une révision est possible, pas une induction, pas d'un projet de loi, mais dans le contexte que je soupçonne, je suspecte et que je suis en train de surveiller, je demande à tout le peuple de surveiller cette cour-là, d'avoir l'œil sur cette cour, c'est qu'une révision peut être induite à partir de là, sous forme de décision de la Cour. Et c'est là où la calamité sera vraiment aussi grave, sinon plus grave, que celle du certificat de conformité. On aura certainement le temps peut-être d'en rediscuter avec vous, Monsieur Azanaï. J'avais tellement peur pour le temps. On va consacrer les quelques minutes qui nous restent à notre rubrique Le Oui-Non. Alors, 5 questions donc dans cette rubrique, 5 questions auxquelles vous êtes appelés à répondre par oui ou par non. Ensuite, vous aurez l'occasion de justifier vos réponses. Première question, Monsieur candidat Azanaï, ne craignez-vous pas d'être poursuivi un jour pour outrage? Mais écoutez, je suis un homme public, je ne crains rien. Donc non? Non, pas du tout. Je ne crains rien du tout. Serez-vous candidat en 2026? C'est une question à laquelle je ne veux pas répondre. Donc, vous pouvez passer sur une seule question. Donc, on met qu'il sort son joker pour cette question. Entre vous et Mitopé, est-ce la rupture définitive? Je suis désolé. Si je savais que vous allez poser cette question, je ne viendrais pas à votre émission. Ce n'est pas une personne
C'est pas un sujet. D'accord, on vous aura compris. C'est extrêmement grave. Parfois, je refuse de venir aux émissions parce que je ne veux pas être tiré vers le bas. On vous aura compris. Je ne veux pas un nivellement par le bas. On vous aura compris. C'est qui, Mitokwe? Alors, quatrième question. Il a quel bagage? Il est qui? Il est politiquement quoi? Quatrième question, si vous le permettez. Non, si les démocrates demandent à rencontrer RE pour renforcer le front anti-talon, allez-vous accepter, oui ou non? Les démocrates n'ont aucune crédibilité. Donc c'est non. Aucune crédibilité. C'est 10 000 fois non. Ils n'ont aucune crédibilité. On note non. Soutenez-vous l'armée dans sa lutte contre le terrorisme? C'est la dernière question. Mais écoutez, je soutiens le peuple. Donc c'est oui. Ministre de la Défense. Moi, vous dites que je ne veux pas soutenir l'armée. Et moi, je peux vous dire que je ne veux pas soutenir l'armée ici. C'est automatique. Donc oui. Alors, on vous donne l'occasion de justifier. Première question, vous avez dit non. Oui. Vous pouvez justifier. Ne craignez-vous pas d'être poursuivi pour outrage un jour? Non, parce qu'il y a le débat, le discours. Un ignorant peut dire « Azanaï m'a insulté ». C'est son problème. Mais nous allons expliquer le concept que j'ai employé. Parce que si vous êtes un dictateur, je dis que vous êtes un dictateur, nous allons prendre les vocabulaires et gérer. Est-ce que dans le dictionnaire, puisqu'il y a un dictionnaire des injures, un dictionnaire français des injures, donc vous allez chercher... Il y a aussi un livre qu'on appelle les injures pour les nuls. Et on va chercher, fouiller dedans. Maintenant, aucun homme n'est à l'abri d'une poursuite dans un système de dictature. Alors, on va évoluer sur le numéro 2, c'est votre joker 2026. Vous ne savez pas encore ce qu'il en sera. Candidat ou pas, ça peut arriver. Je n'en parle pas. Vous pourrez être candidat. Je n'en parle pas, parce que ce n'est pas défini par mon parti, on n'en a pas parlé. Nous nous concentrons sur la résistance, la désintégration de la rupture, la mise en déroute des comploteurs et des vendeurs d'illusions. Nous n'avons pas autre chose, parce que c'est ce qui est notre agenda, ça. Numéro 4, si les démocrates vous contactaient pour renforcer les liens, vous, RE et LD... Demandez-leur de venir. S'ils sont des gens... Vous avez dit non. Attendez, s'ils sont des gens, vraiment, demandez à un seul de venir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais demandez-leur. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Ils pourront pas. Parce qu'ils savent que je les connais. Je les connais de A à Z. Je les connais individuellement et collectivement. D'accord. La dernière... là, c'est des sous-traitants de la dictature. C'est des sous-traitants de la dictature. C'est des sous-traitants. Ils peuvent cesser de croire. Aïvo et Rukia, s'ils continuent d'être là-bas, c'est à cause de ces personnes. Comment? Parce qu'il y a une loi 2022-19 qui est une loi de consensus. Une loi qui est le résultat des négociations clandestines qu'ils mènent. Et lorsqu'on prend les micros, quand on publie les écrans, ils disent non, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des micros. C'est ce processus qui a abouti à ces lois. Dernière question, soutenez-vous l'armée dans sa lutte contre le terrorisme? Vous avez dit oui en tant que... Oui, je soutiens l'armée. J'ai été ministre de la Défense. J'ai eu le temps de côtoyer ces militaires, tant les hommes de troupes que les hommes de commandement. Et croyez-vous, et puis croyez-moi plutôt, il y a des gens très intelligents dedans, qui sont plus outillés intellectuellement que beaucoup de civils. J'ai écouté quelqu'un qui dit que le rôle de l'armée n'est pas de diriger un État. J'ai beaucoup rire. En plus d'être des intellectuels, ils ont une formation du sens de l'État et du patriotisme. Quelque chose à dire sur la stratégie actuelle, à ajouter? Quelle stratégie actuelle? Contre le terrorisme. Quelle est la stratégie? Personne ne m'a appelé pour parler de stratégie. Et on n'a jamais expliqué une stratégie. Je comprends que la stratégie militaire ne peut pas être dans les rues. Mais on n'a pas consulté des gens. Si on avait consulté des gens, on leur aurait parlé de ce qu'est la guerre aujourd'hui et de l'extension du domaine de la guerre aujourd'hui. Ça s'apprend dans les écoles d'état-major, des écoles de commandement, où on a une histoire de la guerre, une géopolitique de la guerre, une géostratégie de la guerre, et on sait ce qu'est la guerre. Merci. Et le concept de terrorisme, ou de terrorisme au sens stricto sensus, et terrorisme selon les variantes. Donc, jusqu'à pas les terrorismes qui sont à Misrete, les autres terroristes béninois.